Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir au premier webinaire de France Cyber Maritime sur un sujet majeur qui concerne directement les compagnies maritimes et les navires. Il s'agit de la mise en application de la résolution MSC 98/498 de l'OMI, qui a été prise en 2017, mais qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2021. Et qui recommande la prise en compte de la cybersécurité dans les procédures de sûreté et de sécurité des navires. Et pour la France, c'est la DG AMPA, la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, qui est chargée de cette mise en application. Et nous avons le plaisir d'accueillir Laurent Banitz pour nous en parler. Et cette résolution a également suscité quelques interrogations dans le secteur maritime et a généré des besoins d'accompagnement de la part d'armateurs qui manquaient d'expertise pour mettre en place l'organisation et les moyens acquis. Et donc nous avons le plaisir d'accueillir également Jocelyne Montfort et Emmanuel Hinault de Sourcitech, ainsi que Bernard Impérial de Seawec. Et ces deux entreprises sont spécialisées dans la gouvernance cyber appliquée au maritime. Et donc sans plus attendre, je vais laisser la parole à Olivier Jacques qui va animer ce webinaire. Donc merci pour votre attention. Merci Xavier, bonjour à toutes et à tous. Donc Olivier Jacques, je suis le directeur technique et scientifique de l'association France Cyber Maritime. Alors effectivement aujourd'hui un point important sur cette résolution qui est assez structurante, et on peut dire que la France a eu un petit peu d'avance, en tout cas dans la mise en œuvre de cette application et dans l'accompagnement finalement des armateurs. Et c'est l'occasion de faire un point avec l'administration, avec Monsieur Bernitz, pour voir effectivement un petit peu le retour d'expérience et un petit peu l'historique même de la naissance de cette résolution. Et puis effectivement de faire un point ensuite avec Sourcitech et Seawec sur la mise en œuvre concrète, c'est-à-dire que voilà, c'est quoi concrètement, parce que la résolution, on va le voir, elle est assez sibylline. On vous a d'ailleurs mis le lien sur la résolution dans le chat. Vous verrez qu'elle est assez courte. Et pourtant, sur le terrain, et suite justement au travail de la DGMPA, il y a eu pas mal de choses qui ont été écrites pour détailler les différentes mesures à mettre en œuvre dans le cadre de cette résolution. Alors, on va commencer par un petit tour d'étape des intervenants pour se présenter. Donc, je laisse la parole à Monsieur Laurent Banitz pour se présenter ses activités et peut-être présenter effectivement la DGMPA que peut-être certaines personnes ne connaissent pas. Monsieur Banitz. Oui, bonjour à tous. D'abord, est-ce que vous m'entendez? Oui, ça c'est déjà une bonne chose. Donc, Laurent Banitz, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis au sein de la DG AMPA, Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture. On peut dire toujours la direction des affaires maritimes sans vraiment trahir, hein, c'est à peu près la même chose, mais réorganisée. J'y exerce les fonctions de chargé de mission pour la sûreté et la cybersécurité des navires, donc des navires sous pavillon français. Voilà. C'est parfait, merci. Monsieur Impérial, bonjour, vous représentez l'entreprise Seawec. Je vous laisse vous présenter, votre entreprise. Oui, bonjour à tous. Donc, Bernard Impérial. Seawec, c'est une société qui a la particularité d'être spécialisée en cybersécurité maritime. Nous ne traitons que les sujets maritimes et offshore. Donc, notre spécificité, à la fois de par notre histoire et de par notre activité depuis 1 an, c'est d'être à la fois marin et spécialiste cyber et des systèmes IT-OT. Et par ailleurs, par rapport au sujet du webinaire d'aujourd'hui, comme on a eu l'occasion, les uns et les autres, de gérer des flottes de navires, évidemment, on connaît bien le code ISM et les impacts du coup de la résolution dont on va parler sur ce code. Voilà notre activité, entre autres. Parfait, merci Monsieur Impérial. Je laisse la parole à la société Sourcitech, représentée par Jocelyne Montfort et Emmanuel Hinault pour vous présenter. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Effectivement, nous avons aussi les mêmes, on va dire la même activité que Seawec, mais on est basé surtout dans le Grand Ouest et spécifiquement à Brest, pas très loin de France Cyber Maritime. Et bien évidemment, nous intervenons en tant que pure player sur les aspects liés au code ISM. Et plutôt sur les aspects de gouvernance. Tout à fait.
C'est parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup. Alors, on va commencer effectivement par poser la question, à l'administration un petit peu sur l'historique de cette résolution MSC 428/98 puisque, voilà, c'est important un petit peu de savoir, d'où on vient pour bien comprendre, l'origine et la mise en œuvre de cette résolution. Alors effectivement, comme je disais tout à l'heure, monsieur Banitz, la résolution MSC 428/98, quand on la lit, pour quelqu'un qui est, soit du monde maritime, soit du monde de la cybersécurité, elle peut apparaître un petit peu sibylline, un petit peu courte, pas assez détaillée. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous expliquer, un petit peu pourquoi et comment la France a finalement décidé de détailler, hein, plus en avant les attendus, de cette résolution au profit des armateurs français? Et puis j'avais une autre question aussi, peut-être pour commencer même pour savoir un petit peu si, vous aviez été impliqué, directement avec, l'Organisation maritime internationale sur ce sujet? Ou est-ce qu'effectivement la rédaction des documents et du travail qui a été fait par la DGMPA, c'est un travail vraiment, qui a été mené de manière, interne sur une décision propre à la direction des affaires maritimes à l'époque? Oui, alors le mot sibyllin est tout à fait approprié, hein. Si, pour une personne qui entend parler de cette résolution comme étant un texte central ou fondateur pour la cybersécurité des navires, quand cette personne découvre ce texte pour la première fois, je pense qu'il y a un petit peu de déception, parce qu'on s'attend à avoir un texte qui va nous dire beaucoup de choses, et en fait, comme vous le disiez, il est très sibyllin. Il est très court. Je crois que vous l'avez mis en lien, hein, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, et ils vont découvrir un texte qui est, si on enlève les très longs attendus et toute la partie introductive, la résolution en elle-même est très très courte, hein. C'est quelques phrases. Alors, on peut voir que cette résolution, elle ne fixe ni objectif très précis, ni règle minimale, hein. Ce qui veut dire, et sans parler du fait que la manière dont elle est libellée est en plus elle est en plus peu directive, hein, puisqu'il s'agit d'encourager les administrations. Alors, il peut y avoir plusieurs interprétations à cet encouragement, mais en tout cas, ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'il n'y a pas de détails. Donc, la conclusion qui s'impose immédiatement, c'est qu'il appartient aux États de traduire cette résolution et d'en déterminer les conditions de mise en application, en partant de très très peu, puisqu'il y a très très peu de choses. Donc il n'y a pas de ligne directrice, il n'y a pas d'orientation fixée par l'OMI, si ce n'est non pas dans le texte lui-même, mais plus dans le texte introductif, une référence à la circulaire MSC FAL 1 CIRC 3, qui donne, elle, quelques grands principes, hein, des règles très très générales, hein, qu'on connaît tous. Ce qui veut dire que, oui, je réponds déjà à votre question, c'est pas sous l'impulsion ou sous la demande de l'OMI que nous avons essayé de prendre des initiatives, c'est de notre initiative, justement du fait du caractère très général de cette résolution, très sibyllin. On s'est dit qu'il fallait quand même essayer de préciser les choses et d'aider ceux qui seront amenés à à appliquer ces grands principes, au moins de leur expliquer de quelle manière ils peuvent y répondre. Alors, le choix qui a été fait pour la France, hein, dans un premier temps, c'est d'avoir un travail d'explication et de sensibilisation, hein, auprès des armateurs d'un côté, à travers des réunions notamment organisées chez Armateurs de France, et puis aussi de mon côté en interne auprès de nos inspecteurs. Ce qui a abouti à la production de guides et de recommandations, hein. Enfin, fin juillet, j'ai diffusé un guide à l'attention de l'ensemble des armateurs que j'ai expliqué, qui essayait justement de traduire, de faire comprendre ce que signifiait ce grand principe de mise en application de la cybersécurité à travers le code ISM, et comment ça pouvait se traduire de leur côté par des dispositions à prendre, une politique à appliquer, etc. Ça, c'est la première étape, on est encore un peu dedans. La prochaine étape, c'est de durcir un petit peu, de donner un peu plus de force réglementaire à cette résolution. Donc, on va probablement l'inscrire dans la réglementation française, la nécessité d'appliquer cette résolution. Techniquement parlant, on va certainement l'ajouter à l'arrêté de novembre 1987, la division 130 pour ceux qui connaissent. On va y mettre tout simplement une mention disant qu'il
il faut prendre en compte cette résolution. Ça va devenir une obligation réglementaire au plan national. On va peut-être la sortir d'une annexe dans laquelle justement on reprendra déjà quelques éléments qui seront issus du guide diffusé aux armateurs. Ça, c'est l'étape, disons, qui répondra à la question que tout un chacun pourrait se poser. Mais après tout, puisque nous ne sommes qu'encouragés à faire des choses, est-ce que nous devons vraiment les faire? Eh bien, quand on l'aura mis dans la réglementation, la réponse sera oui. Mais il faut bien dire que les armateurs ont tout à fait joué le jeu jusqu'à présent, hein, et ils ne sont jamais levés en disant « écoutez, ce n'est pas notre problème, mettez ça dans la réglementation, on en reparlera ». Ils ont tous compris que ça allait s'imposer et ils jouent le jeu au moins de ce point de vue-là. Parfait, merci beaucoup pour cette vision un petit peu sur la genèse et puis sur le rôle de la direction des affaires maritimes pour accompagner finalement la mise en œuvre de cette résolution. Alors, j'ai mis également dans le chat un guide qui est paru tout récemment, c'est un document de l'EMSA, qui s'appelle Interim Guidance on Maritime Security for Member States. Et ce qui est intéressant dans ce guide, parce que souvent on nous dit, bon, en France on fait des choses, mais au niveau européen, est-ce qu'il y a des choses qui se déroulent? Et donc vous verrez dans ce guide-là qu'il y a pas mal de choses en termes de cybersécurité, et c'est assez intéressant. Alors, monsieur Bani, justement, alors une question, puisque vous parliez un petit peu des centres de sécurité des navires notamment. Alors, il y a des audits annuels de conformité, hein, notamment pour les navires et les armateurs. Et les centres de sécurité des navires réalisent des vérifications de conformité. Et alors, bien entendu, vous ne pourrez pas nous citer de nom sur comment se sont déroulés les audits, etc. Et un petit peu le niveau de tous les armateurs français. Mais est-ce que déjà, vous avez pu trouver des points de non-conformité qui étaient un petit peu qu'on pouvait trouver un petit peu chez les armateurs ou les navires? Est-ce qu'il y a des difficultés particulières? Voilà, un petit peu quels sont les axes d'effort un petit peu à mener dans ce domaine-là pour converger vers une meilleure application de cette résolution? Alors, donc merci de cette question. Là-dessus, je vais essayer d'être aussi concis, aussi bref que possible, mais je dois quand même faire un tout petit rappel sur le dispositif. On a une résolution qui adosse la cybersécurité, donc qui place la cybersécurité dans le cadre du code ISM, c'est-à-dire qu'elle adosse la cybersécurité au système de gestion de la sécurité, hein, qui sont donc régis par ce code. Et en France, ce sont donc les inspecteurs de la sécurité des navires, hein, qui exercent la mission d'inspection et de délivrance des titres, et notamment les titres liés à ce domaine, qui est régi par le code ISM. Donc, ce qui veut dire que la prise en compte de la cybersécurité est vérifiée dans le cadre des audits menés par l'administration, qui comprennent deux volets, hein, en sachant que c'est surtout centré sur le premier volet, qui est celui de l'audit des compagnies. Puisque dans le cadre du code ISM, il y a deux types de titres qui sont délivrés, hein. Il y a ce qu'on appelle un document de conformité qui résulte de l'audit de la compagnie à son siège, c'est-à-dire que la vérification de l'ensemble de ces procédures, la mise en place d'un dispositif qui relève dans son essence, hein, de l'assurance qualité, hein, en réalité. Et puis, il y a un deuxième type de titre qui est la délivrance de certificats internationaux de sécurité, certificats ISM pour chaque navire. On s'est concentré pour l'instant sur les compagnies. Évidemment, la difficulté, aujourd'hui je vais être honnête, hein, dans ce séminaire, je vais dire les choses franchement. Parfois, on a tendance à ne pas vouloir trop dire les choses, mais là, je vais les dire vraiment aujourd'hui. Il y a une première difficulté que vous devinez, c'est que la cybersécurité, à partir du moment où on l'inscrit dans le cadre d'un audit ISM, hein, qui aborde énormément de sujets, dans un temps évidemment beaucoup trop court, souvent, c'est donc que la cybersécurité s'ajoute à tous ces sujets qui occupent déjà très largement les inspecteurs et auxquels ils sont rompus lors des audits. Donc, c'est un sujet qui est nouveau pour eux et, comme je l'ai dit, qui doit être traité dans un temps très court. Donc, ce qui m'amène à donner une certaine tonalité au bilan que je vais vous présenter. Donc, de manière chiffrée très simple, hein, depuis le 1er janvier 2021, parce que c'est depuis ce moment-là qu'on est censé mettre en application cette résolution, on a fait 119 audits. L'administration a fait 119 audits sur 67 compagnies. Et comme je le disais, je vais dire les choses franchement, c'est que s'il y a des difficultés qui demeurent, il y a beaucoup de difficultés qui demeurent dans les compagnies, hein, dans la prise en compte de la cybersécurité, il y en a tout autant du côté de notre dispositif. Parce que c'est nouveau, parce que la culture de la cybersécurité, elle est encore en chantier, hein, chez nous.
parce que les inspecteurs de la sécurité des navires, la cybersécurité, c'est pas du tout leur métier. C'est pas du tout ce sur quoi ils ont été formés pendant des années, c'est pas ce sur quoi ils travaillent au quotidien. Donc c'est un mouvement qui est encore qui se fait. Donc il y a encore beaucoup de rapports que je lis. J'épluche tous les rapports qui sont faits à l'issue des audits de siège des compagnies. Il y a beaucoup de rapports encore qui ne mentionnent pas cet aspect-là. En dépit du fait que les inspecteurs donc, ont tous eu un guide assez détaillé, moi je leur ai fourni, avec notamment à la fin du guide une série de 10 questions clés. J'ai appelé ça les 10 questions clés, c'est-à-dire vraiment les 10 questions qu'il faut poser pour au moins se faire une petite idée de ce qui se passe dans une compagnie maritime. Et il y a encore beaucoup de rapports qui ne le mentionnent pas. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que les questions ne sont pas posées, mais souvent ils sont tellement pris par tous les autres aspects de l'audit qu'ils ne le mentionnent même pas dans le rapport, alors que parfois ils ont posé les questions. Donc ça, c'est une difficulté qui va nécessiter encore beaucoup de travail, ce qui fait que le bilan de ce jour reste assez frustrant. Moi, j'ai encore beaucoup de mal à tirer des conclusions fiables et complètes sur l'ensemble de la flotte, sur la base des résultats de nos audits. J'espère que ça va s'améliorer. On peut quand même citer quelques-unes des principales difficultés qui ressortent quand il y a suffisamment de détails dans les rapports. Donc, avec les réserves que je viens de faire, donc si je m'en tiens aux non-conformités et aux remarques qui ont été relevées, les choses qui reviennent le plus souvent, c'est déjà l'absence de politique. C'est-à-dire que lorsque les représentants de la compagnie sont interrogés, ils ne sont pas capables de produire de manière matérialisée et claire et formalisée une politique de la compagnie en matière de cybersécurité. Alors évidemment, c'est le premier pas, c'est la base. Si on met pas en place une politique, c'est la première difficulté. Donc, il y a toutes ces questions-là liées à l'engagement, je dirais, au plus haut niveau de direction, l'absence de plan d'action, l'absence de définition des responsabilités aussi. Souvent, on dit oui, c'est notre RSSI qui doit s'occuper de ça, mais bon, on en est sûr. Est-ce que c'est défini? Bon, voilà. Aussi, plusieurs fois, alors ça, je pense, ça vient aussi de la culture de nos inspecteurs. Ils se sont arrêtés plusieurs fois sur l'absence de programmation ou de définition des exercices. On constate qu'il n'y a pas d'exercice prévu en matière de cyber. Ça ne fait pas partie du plan d'exercice de la compagnie. Il y a aussi souvent pas d'analyse de risque qui est formalisée. Lorsqu'ils évoquent l'analyse de risque en matière de cyber, c'est assez flottant. Et puis, il y a toute la question du signalement, le traitement des incidents qui reste difficile, mais c'est aussi un sujet qui est en chantier pour tout le monde. On a des groupes de travail, vous le savez, qui travaillent sur ces questions, et il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais je voudrais finir là-dessus en espérant pas avoir été trop long, pour dire aussi qu'en dépit de tout ce qu'on peut voir comme difficulté, il y a aussi des mentions de progrès qui sont très encourageants sur certaines compagnies. On voit vraiment qu'il y a des choses qui se sont mises en place de manière vraiment détaillée. Ce qui permet de dire que, en dépit de son imperfection, le système qu'on est en train de mettre en place dans l'administration, parce que j'estime qu'il n'est pas encore complètement à sa vitesse de croisière, le dispositif quand même permet déjà de mettre clairement en lumière quand même de grands écarts de maturité. Voilà. Ça, s'il faut retenir ça, et des grands écarts de maturité entre ceux qui ont vraiment mis des dispositifs très détaillés en place et ceux qui en sont encore à ne pas pouvoir répondre clairement sur une politique. Très bien, merci beaucoup. Et puis je pense aussi peut-être une question de taille dans les armateurs, avec des armateurs qui ont peut-être plus de moyens humains, financiers, qui ont déjà peut-être même travaillé sur des questions de cybersécurité, et puis d'autres effectivement qui se retrouvent avec cette résolution sans forcément savoir par où la mettre en œuvre. Et comme vous le disiez, la partie organisationnelle, méthodologique, on en parlera tout à l'heure avec Sourcitech et SciWek, mais est très importante. Est-ce que je commence par rédiger ma politique de cybersécurité? Est-ce que je commence par mon analyse de risque? Qu'est-ce que je mets concrètement dans mon SMS? Effectivement, c'est des questions qui sont régulièrement posées et pour lesquelles il faut souvent accompagner notamment les petits armateurs chez lesquels il n'y a pas forcément de RSSI à temps plein, et ça, c'est vraiment un travail important. Alors moi, j'avais une dernière question pour vous. Donc on a vu la résolution, on voit qu'en France, il y a quand même, c'est ce que je retiens de ce que vous avez dit, il y a des choses à améliorer, bien entendu, mais c'est un travail de longue haleine. Je note aussi quand même qu'il y a des choses qui progressent, il y a des bonnes choses qui sont faites sur le terrain près de certains armateurs. Est-ce que de votre point de vue, est-ce qu'à votre connaissance, il y a une volonté un petit peu de l'Organisation maritime internationale d'aller plus loin, plus en détail par rapport à ce qui est aujourd'hui présent dans la MSC 428-98, puisque
le retour qu'on a nous et même au niveau international, c'est qu'effectivement tout le monde dit c'est bien, c'est une bonne première étape, mais on aimerait bien avoir plus de détails, plus de précision. Et de votre côté, déjà MPA, est-ce que vous avez aussi prévu de nouvelles évolutions documentaires ou de nouvelles productions pour accompagner les armateurs ou même des mises à jour des documents qui ont déjà été produits par vos services en fonction un petit peu du retour de terrain que vous avez pu avoir? Alors, à ma connaissance, en tout cas, du côté de l'OMI, je pense qu'il ne faut pas attendre, il faut pas attendre beaucoup. En tout cas, il ne faut pas attendre de la part de l'OMI, pas à court terme et pas à ma connaissance, la production de lignes directrices ou de règles très détaillées. Ça ne semble pas être du tout à l'ordre du jour. Hein. Le prochain comité de la sécurité maritime, par exemple, ne va pas du tout traiter de ces questions. Donc là, je pense qu'il ne faut pas attendre grand-chose de ce point de vue-là. Par contre, je pense que c'est plus au niveau européen qu'on va voir des évolutions à relativement court terme. Hein. Vous avez parlé de l'EMSA tout à l'heure. On a eu l'occasion il y a quelques jours d'être ensemble lors d'un séminaire à l'EMSA où l'EMSA a fait valoir sa volonté d'avancer sur le sujet, de promouvoir un certain nombre de bonnes pratiques. Je ne sais pas si c'est des bonnes pratiques ou ça n'est pas forcément précis, mais l'EMSA a l'air de vouloir s'emparer du sujet. Il ne faut pas oublier non plus une chose importante, c'est qu'il y a à venir, je dirais à moyen terme, mais court terme, moyen terme, il y a l'évolution de la directive Nice, hein, qui va elle aussi probablement changer le paysage de la cybersécurité avec certainement des conséquences sur le monde maritime, même si à ce stade, on sait qu'il n'y aura pas forcément des choses précises sur les navires. Après, pour ce qui concerne nos intentions, il y a actuellement un certain nombre de travaux qui sont engagés, notamment sous l'égide du SG, du secrétariat général à la mer, hein. Par exemple, pour la définition d'indicateurs de santé ou de maturité des opérateurs. Ça, c'est des travaux qui sont en cours. Et côté DG AMPA, pour nous, moi, je réfléchis à mettre à jour, compléter la première série de lignes directrices que j'ai diffusées aux armateurs, les enrichir en fonction des besoins que je pourrais ressentir de la part des compagnies maritimes. Donc, j'attends aussi de leur part qu'elles expriment ces besoins. Qu'elles nous disent, voilà, nous, on a des difficultés sur tel point, est-ce qu'on peut avoir plus de... On a besoin d'un dialogue pour savoir ce qui est utile. Hein. C'est pas forcément toujours utile de vouloir rendre un service qu'on ne vous a pas demandé. Par contre, quand on vous le demande, c'est plus intéressant. Donc, j'attends aussi beaucoup de la collaboration avec eux, et j'attends beaucoup de la collaboration avec France Cyber Maritime aussi sur ce sujet. Merci Monsieur Banis. Voilà. Je pense qu'on en a effectivement pour pas mal d'années encore à travailler là-dessus pour aller vraiment au maximum, hein, comme vous dites, de cette résolution qui est bonne, hein, puisqu'elle vient intégrer la cybersécurité comme un risque à part entière dans le SMS. Et c'est vraiment comme ça que nous, on voit la cybersécurité. Hein. C'est pas aller recréer à côté de nouveaux référentiels, de nouveaux documents, mais vraiment de venir s'intégrer dans le mode de fonctionnement du monde maritime tel qu'il est aujourd'hui, qui a montré son efficacité dans d'autres domaines. Merci pour vos éléments. On va basculer sur des questions un peu plus sur la partie mise en œuvre finalement de cette résolution MSC 428-98 avec d'une part Jocelyne Montfort, Emmanuel Hinault de Sourcitech et Bernard Impérial de la société SciWek. Alors, tous les deux, vous avez été effectivement, en tant qu'entreprise, sollicités par des armateurs dans le cadre de la mise en conformité vis-à-vis de cette résolution-là. Et moi, je m'intéressais un petit peu à savoir, du point de vue de vos clients, quelles ont été justement les principales difficultés dans la mise en œuvre de cette résolution. Est-ce que vous avez déjà des choses que vous pourriez partager avec nous? Et puis, j'invite également les participants à ce webinaire-là à nous poser des questions, hein, si vous en avez dans le chat. Alors, vous avez deux applications, une application question, une application chat. Je pense que vous pouvez utiliser aussi bien l'une ou l'autre pour poser vos questions. Profitez-en, là, vous avez quasiment tous les experts français de la résolution MSC 428-88 autour de la table. Donc, c'est l'occasion de poser vos questions et puis même de nous transmettre un petit peu aussi votre propre retour d'expérience. Et puis, si vous avez des questions, on essaiera de les caler à la fin de ce webinaire pour y répondre.
Voilà, donc je laisse la parole à Sourcitech, voilà un petit peu faire un premier retour de votre part, de votre point de vue, du point de vue de vos clients surtout, sur la mise en œuvre de cette résolution MSC 428-98, les principales difficultés surtout qu'ils ont pu rencontrer. Ça va rejoindre ce que disait Monsieur Banitz. Mhm. Le premier point qu'on peut noter, c'est la difficulté à faire merger les PSSI avec les SGS. Parce que très souvent, on a une PSSI qui existe côté RSSI pour les compagnies qui en disposent, et on a le SGS ou le SMS qui existe de l'autre côté, côté ISM. Et la première difficulté, c'est de faire merger l'ensemble, et aussi bien sur les aspects organisationnels qu'humains et techniques. Ça, c'est la première difficulté qu'on a. Et au-delà de ça, une fois que les directives ont été rédigées, ce qu'on peut voir, ce qu'on a vu, c'est la difficulté à pouvoir rédiger une procédure associée à ces directives, hein, qui permettent justement de définir la façon dont on va mettre en place ensuite les modes opératoires. Modes opératoires aussi qui sont malheureusement pas forcément rédigés et qu'il faut, il faut accompagner, hein, les compagnies sur le sujet pour qu'ils puissent les réaliser. Enfin, un gros manque sur les cartographies qui sont nécessaires, hein, pour tout ce qui est pour mener à bien, hein, les analyses de risque. Il y a un gros manque aussi sur cette partie-là. Ouais, cartographie pas évidente à réaliser sur des navires, hein, qui pour certains systèmes en tout cas sont encore des fois un petit peu des boîtes noires. Je pense notamment au système en passerelle, au système de contrôle industriel. C'est souvent très difficile et c'est un vrai retour qu'on a de la part des armateurs sur la méconnaissance finalement de l'ensemble de la cartographie logicielle et matériel embarqué à bord des navires. Côté SciWake, où est-ce que vous avez pareil un premier retour d'expérience? Est-ce que vous rejoignez un petit peu ce qui a été dit par Sourcitech? Est-ce que vous avez eu des difficultés particulières qui vous ont été remontées au niveau des armateurs? Alors oui, je rejoins complètement, en particulier sur la question dont vous venez d'évoquer, de la cartographie. Je dirais que nous, ce qu'on a rencontré, c'est 3 questions. C'est à qui confier cette problématique, pourquoi et sur quel périmètre. Donc, lequel périmètre, c'est typiquement la carto, c'est-à-dire de dire, OK, il faut sécuriser, mais en réalité, on ne connaît pas exactement, y compris sur des navires très récents, notre architecture de système. Donc, la première chose à faire, c'est essayer de comprendre ce qu'on a. Mais en amont, finalement, on a eu différents cas. On a eu le cas d'IT, voire de RSSI qui nous contactaient, parfois de gens de la HSE qui avaient souvent la casquette DPA. Mais la question, c'était, OK, je sais qu'il faut faire ça, comment je fais, à qui je le confie, est-ce que c'est moi, comment je le fais remonter? Donc, il y a une question d'organisation, une question de gouvernance, réellement, et d'arriver à faire remonter ça au niveau de la direction, d'expliquer à la direction que ce n'est pas juste une question de réglementation, mais qu'il s'agit d'investir dans la cyber pour éviter derrière, hein, que ça coûte beaucoup moins cher d'investir dans la cyber que d'avoir à restaurer des systèmes, qu'à d'avoir des pertes opérationnelles, etc. Donc, faire remonter ces éléments, avoir une gouvernance où on réunit tout le monde autour de la table, et notamment les services techniques, les superintendants et les marins. Et derrière, effectivement, le pourquoi, finalement. Donc, comment on aborde la gestion de risque? Finalement, c'est quoi vraiment les risques? Avec un peu de, comment dire, pas de défiance, mais pas loin, sur dire, mais est-ce qu'il y a vraiment un risque, hein? Bon, finalement, c'est peut-être pas si grave que ça. Et puis derrière, se dire, ouais, mais de toute façon, je connais pas mes systèmes, donc commençons par regarder ce qu'on a et ensuite on verra. Donc, organisation, gouvernance et cartographie. Ouais. Et il y a un petit message de Madame Andro là de l'ANSSI dans le chat. C'est vrai que alors on en reparlera, on aura l'occasion d'en reparler lors de prochains webinaires. Et puis on travaille également chez France Cyber Maritime sur le sujet. Mais vous savez que là, il y a la version 2 de la directive Nice qui va rentrer en vigueur, enfin être diffusée puis mise en application dans le droit français dans les mois à venir. Et il y aura bien entendu de nouvelles règles qui vont devoir s'appliquer à beaucoup plus d'acteurs que la première version de la directive Nice. Et en fait, on va s'apercevoir qu'il y a beaucoup de convergences entre pas mal de choses qui sont à la fois prévues un petit peu dans la résolution MSC 428-98 et dans la directive Nice, notamment sur la partie cartographie, mais aussi sur la remontée des incidents, sur l'analyse de risque, sur la PSSI, etc. Tout ça. Donc, ce sera intéressant de suivre cette démarche-là en parallèle. Alors, j'en profite, Monsieur Impérial, tant que je vous ai, j'avais une petite question, effectivement. On a souvent des retours qui nous disent, finalement,
on n'a qu'à prendre une analyse de risque générique, je sais pas, pour tous les armateurs, pour tous les bateaux. Voilà, on fait une PSSI générique pour tous les armateurs français, une analyse de risque pour tous les armateurs français. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît, vous, possible, envisageable, voire même souhaitable? Ou est-ce qu'à contrario, finalement, chaque armateur est particulier, hein, entre du transport de conteneurs, du transport de passagers, ou la taille des navires, ça fait aussi des choses très, très différentes. Est-ce que, de votre point de vue, il vaut mieux une approche particularisée par armateur et par navire? Est-ce que c'est ce qui vous paraît vraiment la manière de faire la plus sensée et la plus efficace finalement dans la mise en œuvre de cette résolution? Alors, je dirais qu'il faut distinguer le fond et la forme, comme d'habitude. Sur la forme, je pense qu'effectivement, on peut progresser et arriver à trouver des formats communs un peu à tous les armateurs, hein, qui permettent de faciliter l'approche. Par exemple, en ce qui concerne la cartographie ou en ce qui concerne l'association de cette cartographie avec un certain nombre de menaces, un certain nombre de vulnérabilités, etc. Donc, et d'ailleurs, on a vu déjà un certain nombre d'armateurs qui ont finalement un peu un modèle qu'ils ont tendance à copier-coller d'un navire à l'autre en se disant ça marche pour un navire, ça marche pour l'autre. Bon, mais il y a sans doute quelque chose qui est possible, disons, pour faciliter la démarche. Et puis, on peut faciliter la démarche au niveau méthodologique, hein, quand on utilise des méthodes comme IBIOS ou d'autres, on a des outils, hein, qui facilitent. Ça, c'est possible. Par contre, quand on parle de l'analyse de risque, par essence, l'analyse de risque, elle est spécifique. Finalement, on dit les armateurs, mais un armateur qui va exploiter des navires, je sais pas, par exemple, à l'éolien offshore, un armateur qui va exploiter des navires de croisière, un armateur qui va exploiter des lignes de porte-containers vers la Chine, on est dans des situations opérationnelles complètement différentes, on est dans des architectures de navires complètement différentes, on est dans des cultures parfois assez différentes. Donc évidemment, même si on a une base commune, on va dire, si on arrivait à cartographier, on arrivait à avoir un élément, derrière, il va falloir mettre ça en face de vrais scénarios opérationnels. Et donc ça, c'est spécifique. Donc, pour moi, la réponse à la question, c'est on peut avoir une base, et on peut sans doute d'ailleurs, si on regarde les documents qui ont été faits par la DG AMPA, par M. Banitz, quand on voit la liste des systèmes, tous ces éléments, ça peut constituer une base, je dirais, un repérage, un formatage intéressant. On peut décider de les formater. Par contre, il va falloir les mettre en face de vrais scénarios opérationnels. Il va falloir se poser les bonnes questions. Hein. Quel intérêt représente mon navire pour un pirate? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il va en faire? Et ça, par essence, c'est complètement spécifique. Donc, je dirais, ça serait tentant, hein, de vouloir répondre à la réglementation finalement en faisant de la checkbox et en remplissant les tableaux. Quelque part, c'est une première étape, et je pense que dans ce que disait Laurent Banitz, il y a cette première étape, c'est un peu ce qui a été fait au départ. Ça permet déjà d'avancer un peu, mais derrière, c'est un processus itératif. Il faut mettre ça en face de scénario. Il faut comprendre la culture. Il faut confronter ça à des marins, et à ce moment-là, on va obtenir quelque chose de réellement efficace et qui répond dans son esprit à la réglementation. Merci, monsieur Impérial. Alors je note effectivement la spécificité, une fois de plus, du monde maritime. C'est quelque chose qu'on nous a souvent, posé un petit peu comme question à la création de France Cyber Maritime. Pourquoi aller créer une association, de cybersécurité appliquée au monde maritime? Finalement, un navire, c'est un petit peu comme, je sais pas, comme une entreprise, classique, hein. Et justement, j'avais une question là-dessus pour Sourcitech, là, sur la partie audit, puisqu'on parlait un petit peu tout à l'heure d'audit, hein. On connaît bien, pour ceux qui viennent du monde de la cybersécurité, des audits traditionnels de cybersécurité. Et puis, finalement, pour cette résolution-là, est-ce qu'on est vraiment sur des choses particulières, distinctes un petit peu dans les attentes ou dans le déroulé? Et comment finalement s'assurer un petit peu que lorsqu'un amateur fait appel à une entreprise d'audit, elle est vraiment adaptée pour répondre à ces enjeux de la MSC 428-98? Parce que, enfin, je sais pas, de mon point de vue, je sais pas, quand un armateur fait appel à une entreprise d'audit, je pense que, effectivement, s'il attend de leur part le traitement de cette particularité du monde maritime. Voilà, quel est votre point de vue un petit peu sur ce sujet-là? C'est une excellente question. Effectivement, c'est par rapport aux compagnies qu'on a pu adresser, la question a été posée sur notre capacité à pouvoir mettre à disposition des consultants qui sont certifiés ISM.
Ça revient assez souvent et c'est un gage de qualité vis-à-vis des compagnies qu'on a pu rencontrer. Donc aujourd'hui, nous, à notre niveau, on se doit de faire en sorte que l'ensemble des personnes qui interviennent sur ce secteur particulier soient certifiées ISM. On pourrait faire un parallèle avec les sociétés qui mettent en place des SMSI par rapport à l'ISO 27001. Même si c'est assez éloigné, on pourrait, c'est pareil, la plupart des entreprises qui sont censées mettre des SMSI en place font appel à des gens qui sont en règle générale certifiés 27001. Très bien, merci. J'avais perdu ma souris, je m'excuserai, mais elle est revenue, c'est bon. Alors effectivement, moi j'avais toujours une autre question effectivement sur cette résolution, puisqu'on a parlé tout à l'heure du management de ces risques cyber. Donc il y a à la fois la partie analyse de risque pour les identifier les risques et après le traitement. Comment est-ce que ça se traduit effectivement concrètement pour les armateurs et les navires, ce management des risques? Comment est-ce que vous voyez que c'est pris en compte au niveau des armateurs? Et est-ce qu'effectivement, il y a aussi des conséquences du point de vue de l'ISPS? Alors, on se rappelle de ceux qui connaissent pas trop l'ISPS, mais c'est une partie effectivement importante aussi des codes qui sont utilisés au sein du monde maritime. Et dont l'ISPS est encore plus sibylla en termes de cybersécurité, parce que c'est un code qui est un petit peu ancien. Il y a une petite phrase où on parle de sécurité informatique, c'est encore assez court. Est-ce que du côté Cywec comme Sourcitech, donc Monsieur Impérial, vous avez-vous un petit peu des éléments à nous donner sur ce management des cyber-risques et sur les conséquences du point de vue de l'ISPS? Alors, je pense qu'on parle ISM, ISPS. Donc, au niveau du code ISM, la première chose, M. Banis l'a dit tout à l'heure, c'est d'avoir une politique cyber, déjà. Et avoir une politique cyber, ça vient aussi des questions d'organisation et de gouvernance dont on parlait tout à l'heure, parce qu'une politique, elle se met pas en place juste au niveau d'un service un peu isolé. Bon. L'impact au niveau ISM, donc on va mettre en place une politique cyber, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire le code ISM, je pense que beaucoup de ceux qui sont connectés ici le connaissent, il y a différents chapitres, et donc il va falloir aller regarder l'impact de l'intégration de la cyber dans ces différents chapitres. Donc on va aller regarder par exemple le manuel QHSE, qui est un des premiers éléments, on va aller regarder les procédures HSE, on va aller regarder dans l'ISM, il y a des risk assessment, d'accord? Donc il va falloir ajouter à ces risk assessment la partie cyber. On va avoir un impact également sur la description des rôles et responsabilités. Rôles et responsabilités à bord, puisque par exemple, c'est le commandant, le capitaine, qui va être en charge d'une partie de la responsabilité sur la partie cyber. Ça peut être aussi le chef dans certains cas. On va avoir un impact sur le rôle du DPA, etc., etc. Donc, on va avoir ces éléments. Il va falloir mettre à jour également, dans un chapitre de l'ISM, vous avez les trainings de base. Alors, je ne parle pas de la partie certificat obligatoire, mais vous avez les trainings de base exigés pour les équipages. Là, vous allez pouvoir rajouter les modules cyber dans le training de base des équipages. Dans l'ISM, vous avez la liste des systèmes critiques également. Alors, en théorie, ces systèmes, ils sont critiques, ne devraient pas être, s'ils sont critiques, ils le sont ou pas, la cyber ne devrait pas influer. Mais en réalité, il faudra les vérifier parce que souvent, la criticité des systèmes qu'on retrouve dans l'ISM, elle n'a pas été regardée par rapport, par exemple, à des problèmes d'intégrité ou de corruption de données. Donc, il va falloir aller regarder ça et mettre à jour éventuellement, un peu à la marge quand même, la liste des systèmes critiques. On va avoir la mise à jour des matrices de sécurité, avec un problème classique, on s'est confronté quasiment systématiquement, qui est la matrice de risque des armateurs. C'est très classique, c'est souvent une combinaison entre une fréquence et une gravité. Or, on sait très bien qu'en matière de cyber, la question de fréquence, ce n'est pas la bonne façon d'aborder les problèmes. Il faut l'aborder en termes plutôt de facilité d'attaque, vulnérabilité, intérêt, etc. Donc, il va falloir trouver un moyen de s'insérer dans cette matrice. Et puis, il va falloir également mettre à jour les différentes procédures, comme la procédure de gestion des tiers, puisqu'on sait que la problématique, c'est aussi la cybersécurité du côté des agents, du côté des sous-traitants, etc. Voilà. Donc, on aura tous ces chapitres de l'ISM qui peuvent être impactés, donc plusieurs dizaines de procédures. Quant à l'ISPS, il faut se souvenir quand même qu'avant qu'on intègre la cyber dans l'ISM, c'était l'ISPS, justement, qui parlait de cyber. Donc, il y a eu un choix de fait de traiter la cyber côté
sécurité que plutôt sûreté, mais je pense que c'est très intéressant, et les armateurs ils sont très sensibles, de regarder effectivement les cyber sous l'angle de la sûreté à travers le code ISPS, parce que la question de la sûreté, donc par exemple ce qu'on a fait il y a quelques années sur les problématiques de pirates, ça s'applique assez bien à la cyber, et c'est un bon moyen de sensibiliser la direction des armements sur ces sujets-là. Merci, monsieur Impérial. Alors, côté sur Citec, c'est pareil. Alors, voilà, safety, security, on a toujours un petit peu le dilemme en termes de cybersécurité, savoir sur quel pied danser. Peut-être que les deux sont les bons d'ailleurs, hein, les deux pieds on est plus stables. Quelle est un petit peu votre vision côté sur Citec, justement, sur cette partie gestion des risques dans le code ISM, sur leur mise en œuvre concrète après, éventuellement sur la révision aussi des risques, qui moi me paraît important, hein, les risques qui ne sont pas établis une fois pour toutes, je pense qu'il faut les réviser de manière récurrente. Est-ce que vous avez vu des armateurs qui déjà font des révisions, notamment de cette gestion des cyber-risques, ou qui ont un comité de gestion des risques cyber peut-être. Et pareil, du point de vue ISPS aussi, est-ce que vous avez aujourd'hui effectivement établi déjà des conséquences ou des parallèles un petit peu avec cette partie-là? Concrètement, il y a 3 volets à traiter pour se mettre en conformité avec la résolution MSC 428/98. Le premier, c'est le volet documentaire. On en a parlé avec la politique. La politique du document, les politiques du document chapeau jusqu'au mode opératoire. Le deuxième volet, c'est les analyses de risque et la prise en compte, le traitement des mesures pour baisser le risque résiduel. Et le troisième volet, c'est la sensibilisation aussi bien au niveau des équipages qu'au niveau des personnels sédentaires. Et bien évidemment, les aspects de sûreté sont à prendre en compte aussi bien dans les analyses de risque que dans la partie documentaire, organisationnelle. Comme tu disais, Olivier, évidemment, il ne faut pas s'arrêter à un état des lieux. Il faut faire vivre la partie documentaire, faire vivre le traitement des risques, continuer à mettre en œuvre les mesures, suivre les plans de remédiation de manière à faire réduire le risque au maximum, et continuer à sensibiliser. Il ne suffit pas de sensibiliser un jour donné, il faut continuer dans la durée, de manière à ce que les messages restent présents. Aussi bien pour les gens à bord que les gens à terre, d'ailleurs. Exactement, il y a des contextes différents, il y a des systèmes d'information différents, il y a des contraintes différentes, et c'est vrai que c'est important, et je pense qu'on aura largement le temps de revenir dessus à l'occasion, puisque vous savez que France Cyber Maritime travaille en ce moment de manière assez intense sur les questions justement de sensibilisation, de formation et d'entraînement. Je pense qu'on aura l'occasion même de faire certainement un webinaire dédié à cette question-là. Monsieur Banitz, peut-être un petit complément sur l'ISPS de votre point de vue, du point de vue de l'administration. Je voulais juste rajouter un tout petit commentaire. C'est Monsieur Impérial l'a rappelé à très juste titre, le fait qu'on ait adossé qu'on ait inscrit la cybersécurité dans le cadre de l'ISM, de la gestion de la sécurité, c'est le résultat d'un assez long débat qui, pendant un certain temps, a fait rage entre les tenants d'une inscription de la cybersécurité dans le cadre qui beaucoup trouvaient naturel de la sûreté, et les tenants de l'autre camp qui ont fini par l'emporter avec la résolution. Toutefois, ce que je voulais dire, c'est que quand on entend le discours de la Commission sur ce sujet, notamment la DG Move, il subsiste quand même un petit flottement, parce que la DG Move, arguant du fait que, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, le code ISPS comporte une petite mention sur la sécurisation des réseaux, des systèmes d'information. Enfin, je crois pas qu'il y ait même... Si, le système d'information, c'est écrit, je crois. Considère que lors de ces inspections menées dans le cadre de l'ISPS, que la Commission inspecte les États pour la mise en œuvre de l'ISPS, enfin du règlement qui est adossé, il considère qu'il est complètement dans le pertinent et qu'il est de leur ressort de vérifier l'application de la cybersécurité. Et ça va un peu à l'encontre de ce qu'on dit depuis 2-3 ans à tous les armateurs, notamment que ça sera traité dans le cadre de l'ISM et on ne va pas vous embêter avec ça dans le cadre de la sûreté. Alors, la vision, enfin en tout cas la position que nous, on veut avoir en France, et c'est comme ça qu'on jugera les choses, c'est que
C'est bien l'ISM, hein, c'est bien qui reste le cadre. C'est bien dans ce cadre-là qu'on va auditer les armateurs. Toutefois, pour répondre aux objections de la commission, je vais rappeler la nécessité pour les armateurs de mettre une mention dans leur plan de sûreté en disant l'aspect de la cybersécurité est traité, mais je renvoie à mon système de gestion de la sécurité que vous pouvez consulter. Je leur demanderai donc de bien mettre les références de manière à pouvoir le produire. Et puis aussi, le deuxième point, c'est qu'il y a un aspect qui reste complètement pertinent vis-à-vis de l'ISPS, c'est la protection physique des systèmes. À savoir que l'accès à un local serveur, si le local serveur est considéré comme critique et qu'il figure dans ce qu'on appelle les zones d'accès restreint du navire, eh bien, ça relève complètement des procédures de sûreté du navire que d'assurer la protection, la limitation d'accès, etc. Et ça reste pertinent. Voilà. Mais pour moi, ça ne doit, en tout cas, ce sera notre position, ça ne doit pas déborder cet aspect. Tous les aspects les plus importants de la cybersécurité, hein, sur la protection des réseaux, des données, tout ce qu'on a dit, ça doit relever et encore et de manière exclusive de l'ISM. Voilà, je voulais faire ce petit point. J'ai été un peu long, mais je tenais à le faire. Pas de souci. Ça me paraissait important. Merci Monsieur Banitz et merci d'avoir rappelé l'importance de la protection physique. C'est vrai que c'est parfois quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais voilà, c'est quand même une grande partie, un petit peu du b.a.-ba de la cybersécurité. La protection physique, voilà, la cyber, c'est pas que de la protection logique ou informationnelle. Je profite que je vous ai, Monsieur Banitz. Alors, on a eu quelques webinaires, quelques interventions de France Cyber Maritime récemment sur les drones et les navires autonomes. C'est un sujet qui apparemment est à la mode en cette rentrée 2022. Et donc, j'avais une petite question. Alors, je pense qu'elle n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Est-ce que la résolution MSC 428/98 s'applique ou s'appliquera à la question des drones et des navires autonomes? La réponse à ce jour, c'est non. Eh bien, écoutez, c'est assez rapide pour moi. Écoutez, ça me va. C'est pas au stade de la réflexion parce que c'est pas compris finalement dans le périmètre aujourd'hui Non, le travail sur. Alors, on distingue bien parce qu'en France, il y a un travail qui est assez avancé sur la partie drone maritime, mais avec une définition très très restreinte de ce qu'on appelle les drones maritimes. Et puis il y a une autre partie, c'est surtout un travail réglementaire et législatif qui découle d'une ordonnance de 2020, sauf erreur. Et puis il y a un travail sur les navires, ce qu'on appelle vraiment sur les navires autonomes qui consiste à favoriser la réalisation d'expérimentations, etc. À ce stade, il n'y a pas encore de référentiel technique qui soit arrêté dans la réglementation. Et donc la cybersécurité, pour l'instant, est encore au stade plus qu'embryonnaire sur les navires autonomes et il n'est pas du tout dans les discussions, il n'est pas du tout abordé le fait d'y appliquer la résolution de l'OMI. Donc séparons les deux sujets à ce stade. Très bien. Une autre petite question sur la mise en œuvre de la MSC 428/98. Est-ce que de votre point de vue, quel est votre point de vue un petit peu sur sa mise en œuvre dans des pays en dehors de la France, si vous avez des éléments particuliers par vos homologues, notamment au niveau européen. Alors on parlait tout à l'heure du doc de l'EMSA qui est paru fin septembre. Est-ce que de votre côté, est-ce que la France est un petit peu en avance, a été guidé un petit peu plus les armateurs, ou est-ce qu'on trouve finalement dans les autres pays, notamment en Europe, des accompagnements un petit peu similaires? Là, je dois vraiment confesser mon ignorance à ce stade. J'ai pas vraiment d'informations de la part de mes homologues. C'est un point que j'aimerais bien pouvoir inscrire à l'ordre du jour d'un prochain comité réglementaire, mais c'est pas moi qui participe en tant que tel. Donc, je vais essayer de promouvoir, de pousser une question qui pourrait être posée à l'ensemble. Mais encore une fois, là, la question, c'est que le comité réglementaire de la sûreté, le seul auquel moi je suis censé avoir un lien, c'est la cybersécurité. C'est vraiment un sujet qui est à peu près jamais abordé. Donc, c'est peut-être pas forcément toujours les bonnes personnes qui y sont. Donc, je vais faire de mon mieux pour essayer dans les prochains temps d'avoir un peu d'informations. Mais comme vous l'avez dit, et je crois que c'est même les représentants de l'EMSA qui l'ont dit récemment, la France est plutôt le bon élève.
Écoutez, je pense qu'on peut s'en réjouir. Alors, on avait une question dans le chat de Monsieur Mouzanard sur les outils qui s'offrent aujourd'hui pour aider en termes de cartographie des systèmes d'information. Alors, c'est un sacré sujet, la cartographie. Hein, je pense que ceux qui se sont confrontés un jour à faire une cartographie d'un navire, ben, suivant à qui vous parlez, on peut avoir des visions extrêmement différentes entre la cartographie physique, logique. Alors moi, d'un premier abord, j'ai deux choses en tête. J'ai d'abord les très bons guides de l'ANSSI sur la cartographie. Je dis pas ça parce que l'ANSSI est présente aujourd'hui dans le webinaire, mais c'est quand même un doc de référence que je vous recommande. Si vous l'avez pas, je vous le mettrai un lien dans le chat tout à l'heure. Il y a également un guide du NIST sur le Asset Inventory qui donne des modèles même de fichiers type Excel. Alors, vous me direz, c'est un petit peu à l'ancienne, le fichier Excel, mais ça marche quand même bien dans certains cas. De votre point de vue, voilà, comment est-ce que ça a été mis en place finalement cette cartographie logicielle, physique un petit peu au sein des armateurs? Peut-être commencer par Socitech, si vous avez un retour d'expérience à nous communiquer là-dessus. Bah, typiquement, oui, les guides qui sont fournis déjà par l'agence sont relativement bien faits, donc il faut s'en inspirer. Après, savoir jusqu'à quel niveau on descend dans la carto, ce qui peut être assez fine quelque part. Moi, on a plutôt tendance à aller très loin, plutôt que la partie matérielle ou réseau. On va même jusqu'aux composants, jusqu'au middleware et sa version, et ainsi de suite. Donc, on essaie de descendre au plus bas, même si on n'a pas tout du premier coup. Ça, c'est une réalité, par contre, sur le terrain. Très bien, merci beaucoup. Côté SciWake, pareil, en termes de cartographie, est-ce que vous avez utilisé des outils particuliers? Est-ce que vous avez un petit peu du retour d'expérience à nous donner sur cette partie cartographie des navires et chez les armateurs? Oui, je dirais quand la cartographie sur la partie IT assez classique, oui, il y a plein d'outils qui existent. On peut utiliser, alors nous on utilise assez couramment les outils qui sont fournis dans des solutions type Kali, par exemple, et on peut Linux Kali, on peut trouver plein d'outils qui permettent de découvrir assez facilement quels sont les équipements connectés, etc. Mais la réalité derrière, c'est que d'une part pour la partie OT et d'autre part sur l'infrastructure réseau, là, ça va être beaucoup plus compliqué et nous, on s'est retrouvés sur un de nos projets à essayer de repérer les câbles à quatre pattes dans les coursives et sous les pupitres de la passerelle pour arriver ne serait-ce qu'à savoir à peu près comment étaient faites les connexions. Donc, je dirais oui, il y a quelques outils, mais ensuite, c'est du temps passé à bord, c'est tenter de récupérer les historiques de doc des différents constructeurs pour arriver petit à petit, parce que je suis tout à fait d'accord avec Socitech, on ne peut pas ne pas aller assez loin, il faut arriver à descendre sur les types de systèmes, les firmware, les choses comme ça, les versions, parce que c'est là qu'on va pouvoir éventuellement trouver aussi des points qui sont de forte vulnérabilité. Donc il y a une partie très manuelle et assez chronophage, et une partie qui peut être automatisée avec des outils notamment utilisés par les gens qui font du akinétique. Voilà. Et c'est vrai que c'est important cette notion de cartographie, ça revient régulièrement sur la table, et parce que c'est un vrai sujet qui est tout sauf simple. Effectivement, pour les passerelles, on a vu des fois des navires, on nous disait non, il n'y a pas de connexion vers l'extérieur, et en cherchant un petit peu, on trouve que tel système finalement il a été modifié, je sais pas, il y a 5 ans, et qu'il y a une sortie en RJ45 avec un convertisseur série RJ45 qui part sur un autre système. Enfin voilà, c'est quand on fait cette partie-là, ça permet quand même de gagner en visibilité sur les risques qui peuvent en découler. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre comme questions intéressantes qui m'ont été posées? Alors, j'ai peut-être une question pour Socitech. J'avais une question sur les démarches d'analyse de risque. Est-on obligé de suivre une démarche d'analyse de risque recommandée par l'ANSSI? Donc ça, c'est un premier point. Et parce que voilà. Moi, imaginons que je suis un armateur, est-ce que je peux créer ma propre démarche d'analyse de risque, imaginons, pourquoi pas, ou une méthode pas française. Et une autre question sur EBIOS Risk Manager, savoir si c'était une méthode bien adaptée. Les sources de menaces involontaires sont normalement exclues de la démarche EBIOS Risk Manager. Et dans ce cas-là, comment les traiter? Si vous avez un petit peu votre point de vue là-dedans, on est tout à fait preneur. Merci. Tu veux y aller? Et je commence. Allez. La méthode d'analyse de risque doit être adaptée à la taille de l'entreprise. On n'est pas obligé de sortir l'artillerie lourde des 5 ateliers de l'IBIO-CRM pour traiter les risques.
on peut tout à fait avoir de l'outillage plus simplifié si on est dans un périmètre restreint, si on est dans une entreprise à taille plus raisonnable. Néanmoins, IBioCRM est une méthode tout à fait adaptée dans l'analyse des risques cyber dans le secteur maritime. Oui. C'est tout à fait adapté, mais ce n'est pas obligatoire, indispensable. Pour rebondir sur les menaces prises en compte par IBioCRM, on peut tout à fait prendre en compte des menaces externes involontaires dans le contexte de la méthode IBioCRM. On n'est pas obligé de se contenter d'une menace volontaire d'un attaquant. On peut tout à fait prendre en compte l'incident humain, tout comme la défaillance technique. En fait, la méthode IBIOS, pareil, nos collaborateurs sont certifiés sur IBioCRM, elle définit un cadre de référence sur lequel on peut s'appuyer, qu'on peut dérouler assez facilement quand on maîtrise bien la méthode, la démarche. Maintenant, sur la question effectivement des menaces involontaires, il n'y a aucune raison de les exclure. On peut tout à fait les intégrer. Ça peut susciter potentiellement je dirais un scénario opérationnel à partir d'une menace involontaire. On parle de problèmes électriques, par exemple. On l'a vécu avec IBIOS 2010. On peut tout à fait la réintégrer. Le cadre est évolutif. C'est ça qu'il faut aussi comprendre dans la démarche IBioCRM. C'est vrai qu'il y a une belle modularité qui est proposée par la méthode, peut-être par rapport à la 2010 qui était assez compliquée, où on arrivait avec des questions de combinatoires au bout d'un moment qui faisaient que les choses étaient un petit peu difficiles à suivre. Alors, il nous reste quelques minutes. J'ai peut-être deux questions encore. Une question pour la DGMPA sur une question, l'État français assure-t-il des contrôles d'application de mise en œuvre de la MSC 428-98 pour les navires étrangers qui feraient escale sur le territoire français, et si c'est pas le cas, peut-être que c'est quelque chose qui est prévu pour le futur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, donc ce à quoi vous faites référence, c'est le dispositif qu'on appelle Port State Control, contrôle par l'État du port, qui est le dispositif par lequel chaque État s'assure que les navires faisant escale dans ses ports sont conformes aux normes internationales, donc c'est aux conventions internationales et codes associés. Alors, c'est un petit détail, ça a l'air de rien, mais la résolution, elle est isolée à ce jour. J'entends par là que c'est un texte qui vit sans être rattaché de manière formelle à la Convention SOLAS. Ce qui veut dire tout simplement que les inspecteurs français ne vérifient pas l'application de la résolution MSC 428-98 lorsqu'ils montent à bord des navires étrangers à l'heure actuelle. On peut le déplorer, mais ce n'est pas du tout à l'ordre du jour pour l'instant. On va essayer déjà de faire bien sur les navires français. Oui, voilà, c'est déjà un bon départ pour nous. Une dernière question peut-être pour SciWake. J'ai une question: combien de temps faut-il pour passer d'un stade de non-conformité, c'est-à-dire que je débute dans la mise en œuvre de la résolution, je suis peut-être un armateur de petite taille ou de taille moyenne. À votre avis, combien de temps il faut finalement en termes d'accompagnement pour aboutir à vraiment une différenciation, un meilleur niveau de maturité en termes de cybersécurité? Alors, on pourrait lancer tout un débat sur la conformité et la maturité. Ouais. Je pense que pour passer de non conforme à conforme, comme l'a expliqué M. Banis tout à l'heure, aujourd'hui, ce que propose la réglementation, c'est assez ouvert. Il n'y a rien de très coercitif. Donc finalement, pour passer de conforme à non conforme dans une première étape, sans doute que faire un premier inventaire, poser une politique et faire un peu de formation, ça va suffire. Donc ça va pouvoir se faire assez rapidement. Mais à ce moment-là, je ne suis pas complètement certain qu'on aura atteint un bon niveau de maturité. On sera peut-être conforme. Et je pense de toute façon, M. Banis le disait aussi, que c'est un processus itératif. C'est-à-dire que petit à petit, tout le monde va apprendre, y compris justement le corps en charge de l'inspection qui va petit à petit avoir plus d'éléments pour juger des choses. Et donc, à un moment donné, la non-conformité consistera effectivement à regarder quel est le niveau de maturité.
Et quand on parle de maturité, on parle notamment d'aspect humain, on parle presque de dimension cognitive, c'est-à-dire qu'il faut que les marins aient réellement compris quels étaient les enjeux, ce qu'il fallait faire, etc. Et à ce moment-là, si on prend cet aspect-là, ce n'est pas un petit e-learning, comme je vois parfois, de 10 minutes, que chacun a dû checker, qui fait que la culture cyber est tout d'un coup rentrée dans la culture des marins. D'accord ? Donc, on est sur un temps beaucoup plus long. Donc, ma réponse, elle est, si on parle purement, on va dire, réglementaire, conformité, ça peut être relativement rapide à travers les étapes qu'on a décrites. Si on parle réellement d'un niveau de maturité où c'est rentré dans la culture de l'amateur, il faut penser à ce qui s'est passé pour toute la partie HSE, par exemple, pendant des années, le temps que ça a mis, ça sera itératif, ça sera sur plusieurs années, pour à un moment donné que du COMEX jusqu'au marin à bord, on ait effectivement une prise en compte de la cyber, on ait une vraie maturité par rapport à 6G, on comprenne pourquoi on le fait. Voilà, donc ça dépend un peu quand même à quel niveau on regarde. Mais pour moi, la clé, c'est dans ce processus itératif, justement. Merci. Donc, conformité qui permet d'aboutir à une démarche de montée en maturité aussi sur le long terme. Et je pense que c'est vraiment ça, quelque chose qui est quand même appréciable au niveau de cette résolution-là. C'est-à-dire effectivement que cet aspect un petit peu, alors qui n'est pas extrêmement coercitif, mais qui quand même incite fortement les États membres à mettre en place cette résolution, finalement les encourage à se dire et à réfléchir sur ces enjeux de cybersécurité pour entamer une démarche de montée en maturité et couvrir un maximum de risques. Et puis je note également parce que vous l'avez dit plusieurs fois, mais un petit peu tous, c'est l'importance de l'homme finalement dans toute cette démarche-là, que ce soit à bord des navires, que ce soit chez les armateurs. La femme et l'homme ont tous des rôles à jouer. On entend souvent dire que l'homme est le maillon faible un petit peu de la cybersécurité, mais au contraire, il peut vraiment être acteur à partir du moment où il est sensibilisé, formé et entraîné. Eh bien, écoutez, je vous remercie toutes et tous d'avoir été présents pour ce webinaire. On va arrêter là. Si toutefois vous avez des questions supplémentaires dans l'assistance, n'hésitez pas à revenir vers nous. Vous connaissez maintenant, je pense, le superbe nouveau site de France Cyber Maritime, www.france-cyber-maritime.eu. Vous avez des réseaux sociaux, vous avez des formulaires de contact pour venir avec nous. Puis vous pouvez également, bien entendu, contacter Cyweck ou Sourcitex si vous avez des questions particulières sur la mise en œuvre de cette résolution. Et puis je vous dis au prochain webinaire, on vous donne pas encore la thématique, on essaie de vous faire un truc sympa là, donc suivez-nous sur les réseaux sociaux et on vous donnera la thématique la prochaine fois, on fera un petit effet surprise. Voilà, merci de nous avoir suivis et puis à très bientôt. Merci à tous. À bientôt, merci beaucoup. Au revoir.